Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnold Akakpo, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette 18e session de café numérique de l'institution consulaire. Les entreprises naissantes ainsi que celles existantes, quel que soit leur niveau de maturité, éprouvent le besoin de mobiliser du financement pour le développement et la pérennité de leurs activités. L'obtention de financement pour une entreprise est donc vitale. C'est pourquoi il est important d'avoir les outils et les informations nécessaires pour aller vers les institutions financières. C'est dans cette optique que le café numérique de ce jour est programmé sous le thème « Comment préparer sa demande de financement ». Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, Monsieur Imeldus Ndekounou, expert en stratégie d'entreprise et levée de fonds. Pour la bonne animation de ce café numérique, je voudrais rappeler quelques règles de conduite indispensables au bon déroulement de cette session. Seul celui qui a la parole active son micro afin d'éviter les interférences dans la communication. Et dès qu'il finit son intervention, il le désactive. À chaque prise de parole, vous êtes prié de vous présenter. Monsieur Ndekounou fera sa présentation en 15 minutes, au terme de laquelle nous recueillerons vos préoccupations. Je suis Liliane Johnson, conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, au département information et études sectorielles. Et j'ai en charge d'assurer la modération du café numérique de ce jour. À présent, je voudrais inviter M. Ndekounou à nous faire sa présentation. Voilà, c'est pas grave. Oui, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Effectivement, comme l'a dit tout à l'heure la modératrice, nous avons pris un sujet qui est un sujet préoccupant, un sujet d'intérêt pour tous les chefs d'entreprise. Malheureusement, nous lui avons donné très peu de temps parce que le sujet de la mobilisation de ressources, il faut que nous le sachions, est un sujet qui occupe la vie, au 75% à 80% de la vie de tous les chefs d'entreprise. C'est un casse-tête et c'est normal que vous soyez nombreux aujourd'hui autour du thème, en fait, comment rédiger ou comment préparer sa demande de financement. Mais nous allons rectifier qu'il y a quelque chose, y compris même dans le test, y compris même dans le titre de cette session, de façon à déjà impacter tout le déroulement de notre webinaire. En fait, nous n'allons pas vous accompagner, nous n'allons pas vous dire comment préparer votre demande de financement, mais plutôt nous allons remplacer en fait le mot ici « demande » par le mot « processus ». Parce qu'en réalité, c'est bien de ça qu'il s'agit en fait, un processus de financement qu'il faut réussir. Lorsqu'on parle de demande de financement, malheureusement, on commet l'erreur de penser en fait que cette demande de financement est quelque chose qui intervient à la fin, alors qu'en réalité, le financement a commencé à être développé dès le départ, dès le début du processus. Un processus, donc, disais-je, qui a pour objectif de faire aligner un projet que vous avez et de le mettre en relation avec les priorités de vos partenaires financiers possibles, de pouvoir également, dans ce processus, faire le marketing du projet auprès des 10 partenaires. Et enfin, c'est un processus qui vous permet, c'est un processus qui est dédié à la construction d'une relation d'affaires avec vos partenaires financiers. Donc, 3 éléments donc, dans ce processus. Je le répète, l'alignement stratégique, le marketing et la relation, le partenariat. C'est justement là que les gens, l'erreur se glisse en fait. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'alignement ici, l'erreur survient généralement auprès de vous, auprès de nous qui montons des projets. Eh bien,
Parce qu'avant de se lancer dans le processus, nous ne nous donnons pas la peine de pouvoir accroître la connaissance que nous avons de ces partenaires financiers potentiels. Nous ne nous donnons pas également la peine de pouvoir nous demander si en réalité, le projet que nous avons et qui a été destiné pour pouvoir atteindre nos objectifs à nous, est-ce qu'il permet également ou s'il prend en compte également des objectifs ou des priorités de la part de nos investisseurs potentiels. L'erreur, il intervient également en matière de marketing. Parce que très peu de chefs d'entreprise ont compris qu'en fait, lorsqu'on parle de demande de financement, lorsqu'on parle en fait de mobilisation de ressources, en réalité, ce à quoi ils sont le plus confrontés, c'est un problème de légitimité et de crédibilité. Quand je parle de légitimité et de crédibilité ici, je parle de légitimité du porteur de projet et de sa crédibilité à pouvoir porter cette initiative-là. Beaucoup de projets, là également, ils échouent parce qu'ils n'ont pas suffisamment pris en compte le volet partenariat stratégique qui, ici, dans le cadre de la mobilisation de ressources, vient jouer un rôle de levier. Quand je parle de levier ici, c'est que la plupart du temps, quand on est porteur de projet, il vous manque des éléments. Il vous manque en réalité des... Comment je peux appeler ça? Il vous manque en réalité des aptitudes ou il vous manque un peu de crédibilité, oui, c'est le mot. Et en fait, ici, tout l'atout de vous faire entourer peut-être d'organisations ou bien de personnes ressources qui viennent apporter en fait du crédit à votre projet, eh bien, nous le mettons ici sous l'angle du marketing. Et enfin, beaucoup d'initiatives de mobilisation de ressources, beaucoup de processus de demande de financement échouent parce que là également, le processus a commencé trop en retard. Il a commencé trop en retard et malheureusement, l'entrepreneur, le chef d'entreprise a bâclé un certain nombre d'étapes et a donné l'impression à son investisseur eh bien, qu'il était vraiment aux abois, qu'il était vraiment un peu inquiet. Le dernier élément de la construction de la relation, ici, elle est importante parce que, et il faut que je le partage avec vous d'expérience, sachez qu'aucun investisseur, que ce soit un investisseur privé, y compris même en fait votre famille, ni même la banque, ne met vraiment de l'argent sur un projet. En fait, l'argent que vous demandez est un argent que vous demandez sur vous-même, en fait. Il faut que vous le compreniez. Et donc, avant de pouvoir vous mettre dans un processus de demande de financement, de requête de financement, assurez-vous vraiment d'avoir fait ce que moi j'appelle, d'avoir bâti une relation avec votre financier, avec votre partenaire financier potentiel, au-delà de la question de l'argent. Moi, je parle souvent, pour ceux qui me connaissent, avec qui j'ai discuté, je parle souvent de fundraising, c'est-à-dire assurez-vous prioritairement d'avoir fait de la mobilisation de personnes, de la mobilisation d'amis, avant même de pouvoir faire de la mobilisation de ressources. Alors, que retenir? Qu'en fait, il n'y a pas un document type ou il n'y a pas un modèle type, en fait, de demande de financement. Cette demande de financement, elle prend plusieurs formes. Elle peut varier suivant que vous êtes en train de vous adresser à une banque, suivant que vous vous adressez à un fonds d'aide spécifique, à un investisseur privé, à un fonds d'investissement, suivant également la nature du financement que vous demandez. Quand je parle de nature ici, je parle du niveau auquel vous êtes en fait dans le développement de votre projet, suivant que les fonds que vous recherchez sont des fonds destinés à l'amorçage. Est-ce que ce sont des subventions, des fonds gratuits que vous voulez? Est-ce que ce sont des fonds de contrepartie que vous attendez? Est-ce que ce sont des financements additionnels que vous êtes en train de solliciter? C'est très important de pouvoir en fait avoir cela à l'esprit. Alors, quand on parle de mobilisation de ressources, quand on parle de demande de financement, on n'a plus beaucoup de temps, on a 15 minutes malheureusement, mais je vais quand même aller sur un certain nombre d'éléments importants. L'un de ces éléments importants, peu importe que vous ayez écrit un business plan, peu importe qu'avant vous ayez fait en fait une fiche de projet ou tout le reste, sachez que votre investisseur n'a pas beaucoup de temps en fait. Il n'a pas beaucoup de temps et lorsque vous voulez lui faciliter la lecture, lorsque vous voulez accroître les chances de votre projet, de pouvoir être visible auprès de cet investisseur, je vous conseille premièrement de vous doter de ce que moi j'appelle un prospectus investisseur. Ce n'est pas le business plan, ce n'est pas la fiche projet, ce n'est pas la lettre de demande. Un prospectus investisseur, c'est un document en fait de 4 à 5 pages maximum, un peu comme une plaquette de vente de votre projet. S'il vous plaît, c'est très important. Parce que je vous le disais tout à l'heure,
un projet, une demande de ressources, une demande de fonds, c'est également du marketing. Donc, en réalité, rendez ce projet-là facile à comprendre. Et c'est pour ça, justement, que beaucoup de partenaires financiers, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de fonds d'aide aux entrepreneurs prévoient même des formulaires. Ils prévoient des formulaires parce que la plupart du temps, ils veulent déjà vous orienter, à leur donner les informations qui sont utiles pour eux. L'autre conseil que je vais vous donner, c'est qu'en réalité, même quand vous devez remplir un formulaire, même quand vous devez faire un prospectus investisseur, s'il vous plaît, ne travaillez jamais directement sur le formulaire. Un projet qui marche, un projet qui renseigne vraiment sur la pertinence de votre projet, sur la pertinence de votre initiative, c'est un projet qui a été rédigé, qui a été écrit en réalité en dehors de tout cadre prévu par un bailleur, par un financier, et qui a été maintenant adapté à un financier, à un bailleur de fonds, à un partenaire financier. Dites-vous bien également qu'une demande de financement, et c'est le dernier point que je vais dire avant de passer maintenant au contenu, dites-vous qu'une demande de financement doit toujours être adaptée à celui à qui on l'envoie. Lorsque vous avez 10 investisseurs, 10 partenaires financiers que vous devez contacter par rapport à des demandes de financement, s'il vous plaît, ne vous dites jamais que c'est un dossier en fait circulaire, que c'est un dossier en fait répétitif qu'il faut envoyer de façon un peu comme un mailing à tout le monde. Jamais. C'est une erreur gravissime que nous commettons. Lorsque vous avez des demandes de financement à faire, adaptez chaque dossier à la personne à qui vous l'envoyez. Alors, quels sont les éléments qui composent ou qui constituent une demande de financement? Le premier élément, moi, je l'appelle la lettre. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Cette lettre-là, nous la bâclons souvent, nous prenons souvent ça comme une lettre qu'il faut aller télécharger directement sur Internet. Mais en fait, il n'en est rien. Cette lettre n'a qu'un seul intérêt, n'a qu'un seul objectif. Susciter l'intérêt, susciter la curiosité de celui à qui vous l'envoyez. Donc, ce courrier doit être personnalisé. Il doit être envoyé nommément. Je vous propose ici une petite astuce que moi j'utilise souvent. Cette lettre doit répondre à 4 questions. Qui demande? Combien d'argent? Pour faire quoi? Et pourquoi? Les 4 questions doivent être répondues sans oublier en réalité d'interpréter ou bien de montrer dans cette lettre en réalité tout ce qui vous distingue quand même des autres, tout ce qui vous distingue personnellement de votre concurrence. N'oubliez pas, il faut que je vous le dise également, que lorsque vous envoyez un document de projet, lorsque vous envoyez une demande de financement à un investisseur potentiel, cette demande de financement est en train de faire une double bagarre, en fait un double combat. C'est un combat que vous faites, c'est-à-dire votre projet contre les appréhensions, les idées reçues de votre partenaire financier. Mais c'est également une bagarre que fait votre projet à vous contre en réalité tous les autres projets ou toutes les autres initiatives qui sont dans le pipeline de votre bailleur de fonds. Donc, en réalité, il doit d'abord se laisser convaincre par votre projet, mais après, il doit également arbitrer entre, en fait, la pertinence de votre projet, ou du moins la qualité de votre projet par rapport à toutes les autres initiatives qu'il a la possibilité de financer. C'est très important, ce double combat dont je vous parlais. Donc, lettre de requête, s'il vous plaît, qui demande combien d'argent, pour faire quoi et pourquoi. Lorsque vous avez répondu à cette question, dans la lettre, parce que cette lettre-là, elle est obligatoire pour tout le monde. Ce qui suit, c'est la fiche de projet. Pourquoi je vous parle de fiche de projet? Parce qu'il ne faut jamais, il faut rarement en fait attendre la fin, il faut rarement attendre d'avoir rédigé tout le document de projet avant de commencer à faire le porte-à-porte en fait, avant de rentrer dans ce processus en fait de requête de financement. La plupart du temps, lorsqu'on est attentif, lorsqu'on est capable en fait de consulter les bailleurs potentiels durant tout ce processus-là, on est capable d'améliorer le projet final. Moi, je vous conseille franchement de toujours faire une petite fiche, une fiche de synthèse. Elle ne dépasse vraiment pas 4 pages. Une fiche qui a pour objectif, en fait, de faire une première bonne impression. Attendez, la lettre, elle suscite l'intérêt, mais la fiche de projet, elle a pour objectif de récolter, en fait, un premier satisfecit, une première bonne impression. Ça veut dire que si vous arrivez à convaincre votre partenaire financier sur la pertinence déjà de cette fiche de projet, lorsque vous lui enverrez un document lourd de 50 pages, de 100 pages, il le lirait plus aisément
parce que vous lui avez déjà envoyé quelque chose qui a déjà suscité son intérêt. Je vous recommande ici, dans cette fiche de projet, de vraiment être là également dans la présentation, c'est-à-dire un titre très clair et compréhensible, de pouvoir ajouter un préambule. C'est une demi-page, un préambule dans lequel vous expliquez en fait le contexte dans lequel vous opérez et le contexte spécifique de votre marché. Allez-y également avec une description du projet, avec un focus sur les personnes à qui vous vous adressez, vos cibles, vos bénéficiaires ou bien vos clients. Le volume, le nombre, les problèmes qu'ils rencontrent. Moi, j'appelle ça le pain point, les douleurs, c'est-à-dire ce qui suscite en fait de la douleur chez eux et qui justifie que votre projet puisse venir en face. Décrivez maintenant votre solution. Décrivez en fait en quoi est-ce que cette solution-là représente en fait le parfait matching, la parfaite rencontre entre les problèmes et la solution que vous proposez. Allez-y également dans cette petite fiche de projet sur la biographie des personnes clés, 2 ou 3 personnes, mais qui sont les piliers du projet. Enfin, ne finissez jamais une fiche de projet sans en donner en fait les indicateurs clés, les chiffres clés, les chiffres de vente, les chiffres financiers, les prévisionnels d'investissement, les stratégies, mais les grandes lignes des stratégies marketing. Et lorsque vous avez rencontré vos investisseurs qui vous ont fait de petits retours sur les fiches de projet dont nous parlons, que vous pouvez maintenant passer à ce que moi j'appelle en fait un document détaillé de projet. Ce document détaillé de projet, je vous ai dit tout à l'heure, la fiche de demande, ou du moins la demande de financement varie suivant que l'on s'adresse en fait à une banque, ou suivant que l'on s'adresse à un investisseur privé, ou suivant que l'on s'adresse en fait à un investisseur d'impact. J'appelle investisseur d'impact en fait tous ces guichets de financement, tout finance de façon subventionnée. Alors, les banques et les investisseurs d'impact ne regardent pas les projets de la même façon. Ils ne regardent pas les mêmes éléments dans les documents de projet. Et c'est pour ça que lorsqu'on est au niveau du document détaillé de projet, lorsqu'on s'adresse à des investisseurs d'impact, le focus, c'est plutôt pour pouvoir rassurer le partenaire financier sur, en fait, la pertinence et l'impact attendu du projet et prouver votre crédibilité. Attention, la pertinence et l'impact du projet, et maintenant prouver que vous êtes la personne la plus crédible pour pouvoir mener cette initiative-là. Et donc, vraiment, le positionnement de ce document détaillé de projet, les investisseurs d'impact, en fait, c'est vraiment au niveau de la justification du projet, de ce en quoi il représente, en fait, une valeur ajoutée par rapport au marché. Je vous ai synthétisé ici, hein, vous allez le voir, j'espère que ça c'est déjà affiché, mais je vous ai synthétisé ici un petit document pour que vous voyez un peu par rapport au document détaillé de projet, les questions auxquelles il faut répondre là également, c'est-à-dire le qui, le à qui, le quoi, le où, le comment. Le comment est très important. Le avec qui, ça veut dire les partenariats stratégiques dont je vous parlais tout à l'heure et l'impact attendu. Cette section aussi est très importante parce que nous le négligeons souvent. Les éléments financiers, lorsque l'on est dans un document de projet qu'on est en train d'envoyer, ne doivent pas être des documents juste de projection. Nous devons à tout prix également baser l'analyse financière de notre projet sur l'historique financier. Et beaucoup de projets, beaucoup d'entrepreneurs qui soumettent en fait des initiatives bâclent ce niveau-là. Je vous ai mis un petit cadre ici où en réalité, vous devez pouvoir en fait, sauf lorsque vous êtes au démarrage. Nous allons parler peut-être dans les questions un peu plus tard des projets qui sont au démarrage, c'est-à-dire des projets qui émergent en fait sans un cadre. Je vais vous parler de leurs difficultés, de leur contexte spécifique. Mais lorsque vous êtes déjà une entreprise, une organisation qui est déjà établie, ne montez jamais un projet, ne présentez jamais en fait un tableau financier d'un projet sans avoir fait l'historique financier de votre organisation avant de faire les projections financières. C'est-à-dire partir 3 ans en arrière pour qu'on puisse voir en fait les chiffres d'affaires, les coûts de production, les marges brutes et également en fait les profits nets, avant maintenant de pouvoir aller maintenant vers les projections que vous faites de façon à pouvoir montrer aussi bien en chiffres qu'en pourcentage comment est-ce que le financement que vous attendez de votre investisseur va améliorer en fait les indicateurs financiers de votre entreprise. N'oubliez jamais également, lorsque vous présentez une demande de financement, de justifier en fait l'utilisation des fonds demandés. Soyez le plus précis possible. Vous voyez ici, je vous ai synthétisé par exemple une petite demande de financement de 9 700 000 francs CFA, mais vous regardez comment j'ai fait. 500 000 francs CFA pour réduire
un compte créditeur, 650 000 francs CFA pour augmenter en fait les fonds de roulement, 8 550 000 francs pour l'achat d'équipements et ainsi de suite. Montrez toujours de façon cohérente à votre investisseur, à votre partenaire financier, à votre bailleur de fonds, comment est-ce que son argent va être utilisé. Au niveau du business plan détaillé, vous le connaissez, vous l'avez déjà suivi, je suis sûr, beaucoup de formations, beaucoup de plans. Je vous ai synthétisé ici également en fait les 7 éléments, les 7 sections clés du business plan, c'est-à-dire le sommet exécutif, l'analyse de marché, l'analyse de vos produits et de vos services, le modèle économique et les différentes stratégies opérationnelles, la mise en œuvre, c'est-à-dire la stratégie de mise en œuvre, le plan de déploiement, le plan financier et enfin, l'explication de vos besoins de financement. Je vous ai dit, vous aurez beau faire n'importe quel document de projet, n'importe quel business plan, il peut avoir la meilleure des qualités, s'il vous plaît. Traduisez-le toujours en prospectus investisseur. Vous avez vu, je vous ai mis le prospectus investisseur. Il est caractéristique des projets qui réussissent à lever des fonds. Le prospectus investisseur. Alors, que retenir? Il faut retenir qu'aujourd'hui, quand vous vous adressez à des investisseurs, à des banques, à des guichets de financement, il y a un certain nombre de choses auxquelles ils font attention, naturellement. Quand vous vous adressez à des banques commerciales ou à des investisseurs qui sont des investisseurs professionnels, c'est-à-dire ce qu'ils utilisent, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent d'autrui, en fait, qu'eux-mêmes doivent en fait investir chez vous, ils font attention à un certain nombre de choses. C'est-à-dire vos avoirs, c'est-à-dire les comptes de vos clients, l'état de vos stocks. Ils font attention au flux de trésorerie. Le flux de trésorerie est important. Nous pourrons revenir là-dessus dans les questions. Les résultats antérieurs, je vous en ai parlé tout à l'heure. D'accord? Le dossier de crédit et votre réputation. Ils vont également faire attention à tout ce qui représente en fait garantie que vous pouvez donner. Quand je parle de garantie, ne voyez pas seulement les garanties comme en fait ce que vous êtes capable, le titre foncier ou autre que vous pouvez apporter. Non. Mais également, voyez ici garantie comme également en fait ce que vous-même vous apportez en termes de cash au projet. Beaucoup de demandes de financement sont rejetées, en fait, sont maltraitées parce que en fait, le porteur de projet en fait a pensé qu'il allait juste en fait opérer avec l'argent de l'institution financière. Lorsque vous vous adressez par contre à des investisseurs privés ou à des fonds stratégiques, la démarche est différente. Parce que eux, ils vont s'intéresser à des données qui sont des données un peu plus qualitatives. Oui, les données financières, oui. Mais les données qualitatives ici prennent une importance toute particulière. Vos investisseurs, en fait, ils vont, en analysant votre positionnement, analysant en fait votre projet, vous demander s'il s'agit là d'un projet, moi je les appelle des projets antibiotiques. Je ne sais pas si vous le savez. Vous savez, il y a des entreprises antibiotiques et des entreprises vitamines. Entreprises antibiotiques, ce sont des entreprises en fait dont le positionnement est un positionnement sur des besoins qui sont des besoins vitaux, c'est-à-dire qui s'adressent ou bien qui cherchent à en fait corriger des points de difficulté dans la vie de leurs clients. Il y a également des entreprises vitamines, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont un peu plus sur oui, l'amélioration de la vie, voilà, c'est du superflu. Je ne dis pas que les entreprises superflues ne sont pas importantes, non. Mais en réalité, les investisseurs privés, les fonds stratégiques sont plus à la recherche en fait de projets antibiotiques. Et par rapport à ça, ils vont vraiment accorder beaucoup d'importance dans votre dossier de financement à l'équipe de direction de votre projet. Ils vont regarder également si le projet que vous leur présentez représente en fait, présente une chance importante. Parce que vous comprenez, ce sont des gens qui sont sur des éléments un peu plus subjectifs. Donc, ils vont s'assurer du fait que votre projet a un rendement qui est suffisamment important pour pouvoir en fait amortir en fait les dépréciations. Ils vont également accorder de l'importance à votre propre engagement et la façon dont vous avez prévu qu'il puisse sortir en fait du projet. Enfin, lorsque vous adressez à des guichets de financement, des partenaires au développement, à l'État, à des fonds d'aide, à des fonds de subvention, prenez en compte tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ici, accordez beaucoup d'attention également aux problèmes ciblés, à la finalité, au progrès social que votre projet permet de réaliser. Au progrès social que votre projet permet de réaliser. Accordez également une très grande importance à la justification de vos expériences passées. Je parle d'expériences passées en tant qu'expérience aussi bien de la personne que de l'organisation dans la mise en œuvre de ce projet, de ce genre de projet. Également, ils vont regarder, ils vont
prêter attention à la dimension value for money, c'est-à-dire la qualité. Non, ce n'est pas la qualité, le rapport qualité-prix. Voilà, le rapport qualité-prix. Dites-vous également, et ça c'est une petite astuce, et après je vais laisser la place à madame, dites-vous également, et nous commettons beaucoup cette erreur-là, lorsque nous demandons du financement, je le vois souvent lorsque des partenaires financiers me demandent en fait d'être assesseur, c'est-à-dire d'évaluer en fait des projets qui leur sont soumis, de quoi je me rends compte? Vous voyez une organisation dont le bilan l'année dernière était un bilan peut-être de 50 millions de francs CFA, mais qui soumet un projet de 700 millions de francs CFA. Il ne va jamais l'obtenir. Il avait un bilan financier l'année précédente de 50 millions. Et aujourd'hui, il soumet un projet de 700 millions. Il ne va jamais l'obtenir parce qu'en fait, vis-à-vis du bailleur de fonds, vis-à-vis du partenaire financier, il y a comme un déséquilibre. Il se dit en fait que vous n'aurez pas la capacité de pouvoir gérer. Il se dit que vous n'aurez pas ni la capacité, ni la structure interne, ni l'organisation nécessaire pour pouvoir en fait administrer un projet de cette taille-là. Voilà, j'ai prévu beaucoup d'autres choses, mais je préfère plutôt les déployer petit à petit sur la base de vos questions, sur la base de vos interrogations, tant je sais que ce sujet vous préoccupe et que les angles d'approche ne sont pas les mêmes, suivant que vous êtes une petite entreprise ou une grande entreprise. Merci, chers amis. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Ndekounou, pour votre brillante présentation. Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, nous allons recueillir vos préoccupations à présent et Monsieur Ndekounou tentera d'apporter des éléments de réponse. Je vais y aller. Bonjour, l'assistance. Bonjour, Monsieur Ndekounou. Mon nom, c'est Sobosi Jaurès. Je suis le directeur de l'entreprise Samia. Je vous félicite et puis je vous remercie pour la présentation que vous avez faite. Et je voulais faire une requête à savoir si le fichier que vous avez projeté peut être envoyé en PDF dans les groupes WhatsApp de la CCIB pour que les gens puissent revenir sur les éléments que vous avez évoqués. Ma deuxième question est de savoir si, dans votre qualité d'expert en termes de financement, si des startups béninoises ont déjà réussi avec vos conseils ou bien avec des formations comme les vôtres à pouvoir lever du financement au Bénin ici et auprès de quelles institutions financières ces levées de fonds pour startups ont-elles été possibles? Je m'en arrête là d'abord pour les deux questions. Merci. On répond en même temps? Oui, OK. Merci, M. Sobossi. Ne vous en faites pas. Le PDF il est prévu. Il est prévu, il va être remis à la CCIB et je sais qu'ils feront le nécessaire pour pouvoir vous le faire parvenir, peut-être sûrement sur le site internet de la CCIB. Vous pourrez voir le fichier de la session qui est beaucoup plus important que ce que j'ai présenté. Normalement, nous avons un fichier de peut-être 23 pages, mais vous aurez beaucoup plus d'éléments à l'intérieur. Alors, vous posez une question qui est une question très subtile, M. Sobossi. C'est-à-dire, est-ce que des startups ont déjà réussi à lever des fonds dans notre écosystème béninois? Je vais partir un peu plus en arrière pour vous dire qu'en fait, il y a vraiment une malcompréhension, où il y a beaucoup de méprise au Bénin par rapport à ce que c'est que des startups. Permettez-moi de prendre pour startup l'entreprise, le garage auto, qui s'est créé et qui a décidé en fait d'être différent de ce qui se fait comme garage auto, par exemple, dans Cotonou. Le garage qui s'est créé et qui a décidé d'accueillir ses clients différemment, qui a décidé en fait d'exercer son métier de garagiste autrement. Pour moi, ça c'est une start-up. Contrairement à l'idée qui veut que la start-up soit en fait la seule entreprise qui a développé une application et qui est uniquement dans les solutions technologiques, les solutions informatiques. Alors, sur la base de ce que moi j'appelle donc start-up, c'est-à-dire d'entreprises, peu importe en fait du secteur, mais qui apportent des innovations à ce qui se fait déjà, à la façon dont ça se fait déjà, oui, il y en a beaucoup. Et là, vous me demandez auprès de qui? Et c'est justement là que nous avons la question la plus...
Sachez que les banques commerciales ne sont pas les seules destinées à financer en fait les entreprises. Nous commettons beaucoup cette erreur-là de penser que les seuls destinataires de nos demandes de financement, ce sont les banques, Ecobank, BOA, Société Générale, UBA et autres. Mais c'est une erreur. Et justement, le fort taux que nous avons dans les rejets des demandes de financement de la part des startups naît de cette confusion-là. Lorsque vous êtes une jeune entreprise au démarrage, suivant le secteur dans lequel vous êtes, il y a beaucoup de guichets de financement qui n'ont rien à voir avec des banques et qui accompagnent. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous sommes dans le domaine, par exemple, de la microfinance, par exemple, il y a beaucoup de guichets de financement, mais qui, eux, ont pour objectif, non pas strictement la microfinance, mais ils auront peut-être pour objectif, en fait, l'inclusion financière des couches les plus défavorisées. Ils auront pour objectif, par exemple, également, l'intégration des femmes. Ils auront pour objectif également la formation des jeunes. Bref, c'est pouvoir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans mon propos introductif, lorsque je disais, pouvoir, en fait, marier les objectifs de votre projet avec ce qui est important pour les partenaires financiers. Et ça, lorsque vous arrivez à faire ce mariage-là, en fait, vous arrivez à demander des financements auprès de beaucoup de... Lorsque vous êtes dans le domaine de l'agriculture, par exemple, M. Sogossi, lorsque vous êtes dans le domaine de l'agriculture, il serait aujourd'hui contre-productif de penser que c'est Ecobank qui serait la meilleure banque pour pouvoir vous financer lorsque vous êtes à un niveau encore où vous n'êtes pas encore totalement structuré. Alors que dans le domaine de l'agroalimentaire, aujourd'hui, nous avons beaucoup de fonds, beaucoup de financements disponibles auprès de ce que moi j'appelle des investisseurs d'impact et qui sont, eux, en mesure de financer les parties les plus orientées développement, qui sont capables de financer le caractère social des projets et laisser maintenant les volets économiques, en fait, pour que les banques puissent le financer. Et les banques, justement, elles se retrouvent mieux dans ce genre d'écosystème parce que le fait d'être dans des financements que moi j'appelle structurés, des financements en fait, structurés, où en fait, leur financement à eux, en tant que banque commerciale, vient côtoyer des financements qui sont des financements un peu à fond perdu, rassure les banques. Lorsque vous êtes dans un projet qui est un projet, par exemple, d'agroalimentaire, mais qui a un volet, par exemple, où vous êtes en train de travailler sur, en fait, la chaîne de valeur à la base, c'est-à-dire les producteurs, renforcer les producteurs et tout le reste, aucune banque, aucun financement bancaire ne permettra à votre projet d'être viable parce qu'en fait, à un taux de financement de 8%, en réalité, vous avez totalement obéré toute la capacité tout le caractère attractif du projet. Donc, les investisseurs d'impact peuvent s'occuper de ce volet-là du projet, alors que la banque maintenant va s'occuper de tout ce qui est peut-être équipement, tout ce qui est volet pur commercial. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. Sogossi. Je voudrais rapidement rappeler les règles de conduite de ce café numérique. Pour la suite, seul celui qui a la parole a son micro ouvert. Et dès qu'il finit son intervention, il le désactive. Cela nous permettra d'éviter les questions. Merci. Nous allons vous proposer de rédiger vos questions et de l'envoyer. Nous vous répondrons automatiquement. Merci. Allô, CCIB Aboumé en ligne. On vous écoute, monsieur. Vous pouvez poser votre question. Oui, on vous reçoit. D'accord. D'accord. Nous constatons sur le terrain que les jeunes entreprises ont souvent des problèmes pour préparer les états financiers histoire de soumettre leur dossier de recherche de financement. Elles se trouvent souvent out à cette étape déjà, parce qu'elles n'ont pas les moyens pour produire les dits documents. Est-ce qu'il y a des structures ou institutions de la place pouvant les appuyer, les aider à élaborer ces documents nécessaires, indispensables à la recherche de financement? Merci. Oui, monsieur, nous n'avons pas bien entendu la question. On a entendu seulement un bout de la question. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Je disais
que sur le terrain, nous avons constaté à maintes reprises. Vous me recevez là maintenant? Oui, on vous reçoit, on vous reçoit. Oui, on vous reçoit, monsieur. D'accord. Donc, nous avons constaté à maintes reprises que les jeunes entreprises, pour soumettre leur dossier de recherche de financement, se trouvent déjà à août, à l'étape de la production des documents financiers, à savoir les bilans et tout, avec plan d'affaires, machin et tout. Elles sont souvent déjà à août pour faire face au coût d'établissement de ces documents. Est-ce qu'il existe des institutions, des structures au Bénin pouvant les aider déjà à cette étape à alléger la charge financière qui pèse sur elles, histoire de faciliter la transmission aux structures financières de leur dossier de recherche de financement? C'était là ma question. La question a deux détentes. La première détente, c'est par rapport au fait que les jeunes entrepreneurs soient totalement dépassés, largués. Mettez-moi le terme un peu familier, mais le fait que les jeunes entrepreneurs soient totalement largués lorsqu'il s'agit en fait de produire ces documents financiers-là, ces documents en fait de mobilisation de ressources ou bien de demande de financement. J'ai rencontré beaucoup de jeunes entrepreneurs, effectivement, qui étaient largués. Mais lorsque j'ai procédé avec méthode avec eux, je me suis rendu compte que ce que j'ai eu à faire était presque insignifiant. Parce que la plupart du temps, en fait, c'est que le jeune entrepreneur qui peut-être aujourd'hui a une petite idée ou a peut-être une petite unité où il produit peut-être par mois, peut-être, allez-y, 100 000 francs, veut passer de ces 100 000 francs-là et à un projet dans lequel il pourra en fait lever peut-être 50 millions ou 200 millions. En fait, il y a un problème de taille. Parce que normalement, lorsque le projet que vous êtes en train de rédiger est vraiment à la taille de l'entreprise que vous êtes, normalement, rédiger votre projet ne doit pas être une tâche difficile. Mais deuxième chose, il y a une démarche méthodologique. C'est-à-dire, il y a des questions à se poser et des réponses à apporter. Le business plan, la fiche de projet, même quand bien même tout à l'heure j'ai donné en fait des sections, c'est avant tout des questions et des réponses auxquelles il faut répondre. Et tout à l'heure, je laisserai à la CCIB un modèle en fait de business plan, mais qui comporte en fait ces questions-là exactement pour que vous puissiez voir clairement les questions et comment il faut même clairement les poser en quelque sorte. Mais une fois qu'on les a fait, une fois qu'on les a posées, ces questions, dans la réponse, il faut chercher à être le plus simple possible, le plus compréhensible possible, le plus direct possible. Le business plan n'est pas quelque chose qu'on téléporte. C'est-à-dire, ce n'est pas des expertises qui doivent être totalement loin et qu'on doit en fait vous faire un élément en fait sur mesure et qu'il faut juste envoyer. Souvent, quand on le fait, le projet est bien, mais en fait, lorsque la banque ou l'investisseur demande à voir l'entrepreneur, en fait, lors du pitch, en fait, on se rend compte que ce n'est pas lui qui a écrit son projet. Donc, je ne suis vraiment pas partie prenante pour ces exercices-là où on écrit un business plan pour quelqu'un. Mais par contre, accompagner les chefs d'entreprise, les porteurs de projets à écrire des business plans, oui, la CCIB le fait. La CCIB a des programmes d'accompagnement. Je le dis, Déo, c'est vrai, hein? La CCIB a des programmes pour pouvoir accompagner les jeunes entreprises avec des conseils d'experts et autres. Il y a également dans le pays un certain nombre de programmes. Je sais par exemple, pour ne pas leur donner, pour ne pas les citer, il y a Benebiz de TechnoServe par exemple, qui a un programme d'accompagnement des jeunes. Et dans le pays, normalement, il y a une bonne dizaine de programmes comme cela qui ont pour objectif en fait de vous accompagner. Pas d'écrire le business plan pour vous, mais de vous accompagner. Ok, Monsieur Nvakono, je vais poser une question très pragmatique. Oui, vous avez la parole. Je tiens ici une fourchette et une cuillère, qui sont des biens de consommation très élevés.
est-ce que dans vos conseils, il y a possibilité de créer un business plan pour produire fourchettes et cuillères sans que la banque ou bien les structures financières ne nous demandent pas d'aller démarrer la production, de faire les prototypes et de revenir 2 ans, bien 3 ans après avec les états financiers pour pouvoir obtenir le financement? Monsieur Brice pose une question extraordinaire. Il dit, pour ceux qui ne l'ont pas bien écouté, il tient entre ses mains des produits de première nécessité, des produits dont tout le monde a besoin et sur lesquels lui décide en fait de créer une entreprise, de mettre en place une unité de production capable en fait de mettre ces biens-là à disposition. Et il dit, mais écoutez, j'ai ce projet-là, est-ce qu'une banque n'ira pas me dire en fait d'aller faire le prototype, au fond, d'aller déjà faire une partie avant de venir me voir? C'est normal, monsieur Brice. En fait, c'est même l'ordre des choses. Et souvenez-vous, dans mon propos introductif tout à l'heure, je vous disais, attention, la banque commerciale, je parle d'abord de la banque commerciale, elle n'a pas pour vocation à venir, en fait, vous aider à mettre en place. La plupart du temps, la banque commerciale ne se mobilise, en fait, que lorsqu'il y a déjà quelque chose qui est en place, lorsqu'il y a déjà, en fait, un modèle économique, lorsque vous avez déjà généré, en fait, une certaine, j'appelle ça une traction, c'est-à-dire lorsque vous avez déjà généré, en fait, un certain modèle économique qui tient la route et que vous avez, en fait, des revenus, vous avez ce que j'appelle le cash flow qui est déjà en progression plus ou moins constante. Ça, c'est le cas de la banque. Mais financer un projet, M. Brice, ce n'est pas uniquement la banque, je vous l'ai dit tout à l'heure. Financer un projet, ça commence par vous-même. Ça commence par votre environnement immédiat. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, financer un projet, c'est d'abord en fait mobiliser des partenaires et des soutiens. Si autour de vous, si dans votre environnement, si dans votre réseau d'amis, si dans votre réseau de connaissances, vous n'êtes pas en mesure de trouver des personnes capables, en fait, de vous aider à faire le premier, en fait, à générer ce que moi j'appelle l'effet de levier, alors c'est que c'est peine perdue. Ces projets-là auxquels on pense, ces projets-là qu'on veut initier, en ayant juste le projet, juste ce qu'il a, juste le papier, ces projets-là ont peu de chances d'aboutir, monsieur Brice. Le meilleur projet, le projet qui trouve du financement, c'est le projet qui a assuré à son, c'est-à-dire pour son financement, c'est le projet qui a pu s'assurer une base de supporters. Ça commence par le cercle immédiat, la sœur, l'oncle, l'ami, l'ancien collègue de classe, l'ancien collègue de boulot, bref, qui déjà décide de faire le premier pas avec vous. Parce qu'eux vous connaissent plus que la banque. Eux vous connaissent plus que le partenaire financier. Et si eux ils vous font confiance, ça sert normalement de levier, ça sert normalement d'argument supplémentaire pour pouvoir aller voir des institutions financières. Je ne sais pas si je vous ai répondu correctement, M. Brice. C'est M. Sobossi, en fait, mais je n'ai pas eu la réponse comme je voulais. Je reprends ma cuillère et mes fourchettes. Vous avez peut-être l'impression que ce sont des objets simples, mais pour pouvoir sortir le premier modèle d'une fourchette et d'une cuillère, il vous faudra investir au minimum 100 millions de francs CFA. Vous pensez que nos familles africaines, spécialement béninoises, sont capables de pouvoir mettre 100 millions de francs CFA dans les mains d'un jeune ou bien d'une jeune entreprise, soit disant que c'est leur frère ou bien leur sœur, pour pouvoir faire sortir le premier prototype en question? Je vais vous répondre de façon très directe. Je pensais quand même avoir répondu, mais je vais quand même vous répondre encore sous un autre angle. Je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, d'entreprises vitaminées, d'entreprises antibiotiques. Ma question, Monsieur Sobossi, serait de vous demander, mais s'il vous plaît, quel besoin avez-vous? C'est-à-dire, pourquoi produire une fourchette, une cuillère? Pourquoi avoir le besoin de produire, c'est-à-dire de porter un projet de production de cuillères et de fourchettes lorsque vous êtes une petite entreprise, lorsque vous n'avez encore rien? Qu'avez-vous découvert dans la production de cuillères? Qu'avez-vous découvert dans la production de fourchettes? Et qui est innovant, qui est nouveau, que personne d'autre ne connaissait jusqu'à ce que vous décidiez de le produire? Ah, c'est une question que vous me posiez, je peux répondre.
Ce que j'ai découvert dans la production de cuillères, de fourchettes, c'est que j'ai vécu en Chine. J'ai vu que les Chinois n'utilisent pas de fourchettes, mais ce sont eux qui produisent les fourchettes que nous utilisons en Afrique. C'est-à-dire, le marché de fourchettes n'existe même pas chez eux, mais ce sont eux qui profitent du marché africain de fourchettes parce que leur système financier là-bas permet que les startups obtiennent un fonds d'amorçage de très gros montants sans qu'on leur demande de produire le premier prototype, sachant que le premier prototype exige déjà parfois des montants qui dépassent les capacités personnelles, bien familiales des individus en question. Moi, je voulais savoir, surtout les structures, les investisseurs d'impact dont vous avez parlé, qui ne sont pas les banques, comment est-ce qu'on peut rédiger, bien, dans quelle mesure on peut aller vers ces structures pour ces genres de projets, qu'on le veuille ou non, sont d'une nécessité aujourd'hui en Afrique. Nous sommes les seuls aujourd'hui au monde à continuer à importer massivement nos biens de consommation et à demander aux entrepreneurs de faire des business dans le service, des business dans le tourisme, genre des business, qu'on le veuille ou non, sont en train d'être saturés parce que tout le monde fait presque la même chose, alors que les réels secteurs de création de la richesse sont mis à côté parce que le système financier ne permet pas d'avoir le fonds d'amorçage. Oui, Monsieur Sobossi, première rectification. Les investisseurs d'impact, vous n'en trouverez aucun dont la vocation sera de financer, par exemple, une usine ou une industrie en fait, de fabrication de fourchettes ou de cuillères. La raison, elle est toute simple. Je vous ai dit tout à l'heure, ces investisseurs-là, en fait, sont des investisseurs d'impact. Ils financent en réalité des projets qui ont un impact social fort. En fait, il faut vous demander, lorsque vous voulez penser à investisseur d'impact, est-ce que ce projet-là ou ce que vous voulez faire vient corriger ou bien vient régler une vraie souffrance, un vrai problème qui est un problème de développement. Ça, je sais, vous pouvez argumenter sur le volet projet de développement. Mais je vais continuer. Monsieur Sobossi, vous avez tort lorsque vous dites qu'en fait, dans les autres pays, la Chine, l'Europe ou aux États-Unis, qu'en fait, il y a des systèmes où une jeune entreprise, une jeune start-up peut obtenir du financement pour l'amorçage sans qu'on lui demande en réalité quoi que ce soit, sans qu'on lui demande en fait d'avoir un prototype, d'avoir en fait un produit minimum viable. C'est totalement faux. J'ai fait des campagnes, j'ai travaillé dans un certain nombre de ces pays dont vous me parlez. Et je veux dire que la vocation de la banque, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, elle n'est pas en fait d'investir dans du risque. Elle n'est pas d'investir lorsqu'il n'y a rien qui existe. Ceux, par contre, qui investissent dans le risque, ce sont des capital risqueurs. Ce sont en fait des investisseurs privés, en fait, qui ne vont investir que lorsqu'ils voient un potentiel fou, lorsqu'ils voient un grand potentiel. Et ça me fait revenir à la première question que je vous ai posée tout à l'heure, M. Sobossi. Pourquoi est-ce qu'un grand investisseur, pourquoi est-ce qu'un capital risqueur, au Bénin ici, je prends comme capital risqueur quelqu'un, un entrepreneur sûrement qui a réussi dans une autre vie, qui a beaucoup d'argent, pourquoi investirait-il en fait 100 millions ou 200 millions dans une jeune entreprise qui a juste eu l'idée de fabriquer en fait ici au Bénin des cuillères et des fourchettes, s'il n'y a pas autre chose derrière? Celui qui, par contre, M. Sobossi, qui est capable de s'adresser à ce capital risqueur, par exemple, ce serait par exemple une industrie qui existe déjà, par exemple, dans notre pays, qui a déjà une certaine force et qui se décide en fait de faire ce que moi j'appelle une croissance, d'opérer une croissance vers d'autres secteurs. Elle se dit, écoutez, je me dis, j'ai déjà l'infrastructure peut-être pour pouvoir en fait produire un certain nombre d'équipements chez nous ici. Et là, dans ce cas, j'ai besoin peut-être de fonds supplémentaires, de fonds additionnels pour pouvoir en fait acheter des équipements supplémentaires, pour pouvoir en fait accroître en fait un certain nombre de choses. Mais vous ne verrez jamais cela. C'est-à-dire, un petit jeune, imaginons moi, je sors de mon petit rien et je dis, ben, écoutez, j'ai trouvé la manière de fabriquer en fait des cuillères et des fourchettes. Ou bien, je vais à un produit encore plus courant encore, M. Sobossi. Permettez-moi de prendre encore un produit totalement en fait, présent, c'est-à-dire totalement vulgaire. Je vais prendre les sacs plastiques, M. Sobossi. Malgré la politique du gouvernement pour éliminer les sacs plastiques, vous savez bien, ils sont l'un des biens les plus présents dans notre écosystème. Maintenant, je vous prends vous, M. Sobossi.
Et je ramène vraiment le débat à une échelle totalement réduite. Vous, monsieur Sobossi, vous allez dans votre village, j'imagine, où vous êtes quelqu'un d'important, et un jeune du village vous dit, écoutez, monsieur Sobossi, j'ai la possibilité de faire en sorte que chez nous ici, dans le village, imaginons que votre village, en fait, monsieur Sobossi, monsieur Sobossi, votre village, c'est... Imaginons donc que le village de M. Sobossi peut-être ce soit Abomey, par exemple, et que M. Sobossi dise, il arrive dans son village et quelqu'un lui dit, j'ai les moyens de pouvoir fabriquer en fait des sacs plastiques ici, pour qu'on n'ait plus besoin d'aller à Cotonou pour pouvoir acheter en fait les sacs plastiques. M. Sobossi, investiriez-vous de l'argent dans cette jeune entreprise qui n'est entreprise en fait que pour l'instant dans la tête, qui n'est entreprise que pour l'instant sur le petit papier de rame sur lequel vous avez écrit sa petite idée, investiriez-vous peut-être 500 000 francs pour accompagner ce monsieur-là qui veut produire en fait des sacs plastiques chez lui à Abomey? Oui, moi j'investirais. Je vais vous donner un exemple très simple. En 2017, le Qatar a eu des problèmes avec ses pays voisins et les frontières du Qatar ont été fermées, sans avertissement, sans rien. Mais figurez-vous, le gouvernement a mis un fonds de garantie à 100% en place pour permettre la création de 350 grandes industries par des jeunes du Qatar. Certains ont même eu le crédit 10 fois, c'est-à-dire ils ont pu construire 10 industries en 5 mois. 5 mois. Mais si vous pensez qu'on ne va pas arriver à un moment donné où on va investir sur des gestions des projets sur papier, il y a eu des projets au Qatar qui ne dépassaient pas 2 pages. Les machines de production, le coût du projet, les matières premières. Mais chez nous ici, notre environnement est tellement compliqué, on se dit qu'il faudrait qu'on commence d'abord, vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait que ce soit une industrie qui existe d'abord, mais il faudrait que cette existence-là puisse être possible. Ce n'est pas possible sans l'argent, ce n'est pas possible sans le fonds d'amorçage. Donc, vos solutions, vos formations doivent nous permettre de pouvoir briser ce blocus de démarrage, ce blocus d'existence de départ. Nous sommes des pays qui autrefois étaient colonisés et qui n'avaient pas la possibilité de faire des développements par des autochtones. Nous comptions exclusivement sur les investisseurs étrangers qui vont obtenir les crédits de leur pays, venir chez nous, investir chez nous, faire du profit chez nous, rapatrier leur profit dans leur pays d'origine pendant qu'ils vont exploiter notre main-d'œuvre, nous utiliser comme ils veulent. Mais à nous aujourd'hui de voir la mentalité change. Monsieur, vous avez entièrement raison. Mais en réalité, dans un contexte de raréfaction, dans un contexte de ressources, les conditions d'accès aux ressources sont difficiles. Je répète, dans un contexte de ressources financières limitées, les conditions d'accès aux peu de ressources disponibles sont difficiles. Vous avez parlé du Qatar. Vous avez parlé d'un pays qui a un excédent budgétaire. Vous avez parlé d'un pays qui a des richesses. Vous avez parlé d'un pays dans lequel, en fait, les problèmes à régler au niveau de l'écosystème en matière d'attractivité, en matière d'instruments d'accompagnement existent déjà. Mais aujourd'hui, à notre petite échelle, si on veut pouvoir développer industriellement le Bénin, si on veut pouvoir développer l'écosystème entrepreneurial, oui, certes, ça dépend en partie du gouvernement, mais ça dépend d'autre chose qui n'est pas entièrement entre les mains de vous, entrepreneurs, du gouvernement, ni de la Chambre du commerce, mais ce sont des questions, en fait, de disponibilité des ressources, des questions, en fait, d'afflux de capitaux dans le pays pour pouvoir, en fait, être à un moment suffisamment disponible pour que, sans beaucoup de conditions, on puisse y avoir accès. Je précise juste que dans certains pays, effectivement, les banques font la cour aux entrepreneurs pour pouvoir prendre des crédits. Mais nous n'avons pas ça ici, parce que les ressources sont difficiles à obtenir. Et ça, c'est quelque chose de vrai. Il y a encore une question, apparemment. Okay. Monsieur Brice, vous êtes là? Vous êtes encore en ligne?
Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend, Monsieur Brice. Ok, merci. Moi, c'est Brice Baguedi et je suis béninois de la diaspora. Comme quand j'ai eu ce lien, je me suis dit, bon, par curiosité, je me suis connecté pour suivre et je trouve le débat très intéressant et je remercie les organisateurs et ceux qui ont pris la parole parce que le débat est vraiment de très bonne qualité. Moi, j'ai juste deux petites questions pour savoir s'il y a des programmes d'accompagnement pour faire rencontrer les Béninois de la diaspora et les entrepreneurs locaux au Bénin. Parce que si j'ai bien compris, le problème des entrepreneurs au Bénin, c'est parce qu'il y a des problèmes de financement. Or, moi, je sais que les Béninois de la diaspora, ce n'est pas qu'ils sont plus riches que les Béninois qui sont au Bénin, mais ils ont quand même un peu plus de facilité pour investir. Est-ce qu'on ne peut pas penser à des projets, des programmes d'accompagnement pour faire rencontrer ces deux réalités-là? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est comment vous accompagnez aussi toujours ces Béninois de la diaspora-là à créer leurs propres entreprises au Bénin? C'est tout. Oui, Monsieur Brice, merci pour vos questions, qui sont des questions que je salue. Je le disais il y a quelques minutes, et je le dis vraiment d'expérience. La meilleure source de financement pour un projet, pour un jeune projet, pour l'instant encore, en Afrique, au Bénin encore, reste le financement par des investisseurs privés. Je peux vous l'assurer. Vous n'avez pas idée du nombre en fait de financements qu'on peut obtenir en fait auprès d'investisseurs qu'on est capable juste de convaincre dans son salon, dans son bureau, peu importe, si le projet il est réel, s'il est factuel, s'il est probant. Et effectivement, Monsieur Brice Baguedi, les Béninois de la diaspora en fait constituent une manne énorme. L'initiative, et je sais que le SG et le président de la Chambre du commerce ici, ils sont en train d'y penser. Des expériences ont tenté de se mettre en place, mais elles n'ont pas réussi. Elles n'ont pas réussi parce qu'il manque toujours ce tiers de confiance-là, un peu comme. Mais je sais qu'au niveau du secrétariat général de la CCIB et au niveau du président, l'initiative fait son chemin pour pouvoir mettre en place ce que moi j'appelle en fait un club, en fait, un fonds d'investissement privé, un peu comme un club de capital risqueur. C'est-à-dire pouvoir drainer, en fait. Cette rencontre-là dont vous parlez ne peut se faire que dans un creuset. Et ce creuset-là ne peut être qu'un creuset, en fait, une plateforme, en fait, qui en a la légitimité. Et je pense, je le sais, pour avoir entendu quelques bruits, qu'au niveau de la Chambre de commerce, l'initiative est en train d'être pensée. Je ne sais pas à quel niveau c'est exactement, mais pour pouvoir vraiment transformer, en fait, ces Béninois de la diaspora là, en fait, en levier pour pouvoir, en fait, obtenir un peu plus de ressources. Ça va demander plus que juste, en fait, de mettre, en fait, les gens l'un en face de l'autre. Parce que quand les projets initiaux qui se sont mis en place en termes de private equity comme ceci, ont chaque fois été confrontés à ce problème en réalité de, OK, celui qui veut mettre son argent se demande à un moment, en fait, mais comment je fais pour faire le suivi d'une certaine façon, dans un contexte dans lequel, en fait, c'est difficile, en fait, d'avoir du feedback, d'avoir, en fait, les informations justes et autres là. Donc, en fait, il faudra à tout prix que nous puissions penser à un mécanisme où ce fonds d'investissement privé-là, qui recense des financements d'individus et qui sont déployés sur des projets, puisse également associer à ce volet financement un volet, en fait, réédition de comptes. C'est ce qui a chaque fois manqué quand on a fait des initiatives de ce genre-là, de la réédition de comptes. Comment permettre à celui qui a décidé, ben, il a son compte d'épargne en France, peut-être qui lui présente un excédent de 5 000 euros. Il se dit, je veux investir dans un poulailler, par exemple, ici au Bénin, dans une ferme agro-pastorale qui a juste besoin peut-être de 2 millions de francs CFA pour se lancer. Mais il n'est pas là. Comment on fait pour lui assurer que la gestion qui se fait de son argent est une gestion qui est transparente? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit sûr que les orientations qu'il donne sont prises en compte sur le terrain? Comment on fait
pour que celui qui a facilité en fait cette mise en relation, celui qui a facilité en fait la mise en relation entre le Béninois de la diaspora, le bailleur de fonds donc ici, et le jeune entrepreneur qui a besoin des capitaux, comment on fait pour que la signature donc, de cette personne-là, de ce tiers de confiance-là, demeure une vraie signature? C'est-à-dire, comment on fait pour que la prochaine fois, lorsqu'on va encore dire à M. Baguedi, investissez cette fois-ci non plus dans le poulailler, mais investissez dans une ferme à Parakou qui a besoin peut-être de 20 millions de francs CFA, que M. Baguedi puisse toujours suivre en se basant sur le fait que, eh bien, un intermédiaire de confiance lui a dit que ce projet-là est un projet crédible, un projet fiable. C'est des réflexions qui sont encore en cours. Il faut que nous y allions. J'y crois beaucoup. Je pense que l'avenir est là, M. Baguedi. Vous avez posé un deuxième point de préoccupation, c'est-à-dire comment faire pour pouvoir, comment je vais dire, accélérer l'immersion des Béninois de la diaspora dans le tissu économique de chez nous. Je pense que des initiatives se font, Déo. Je pense que des initiatives sont en place à l'étranger. D'accord? Je sais que des rencontres régulières se font. Peut-être, à quoi nous devions penser, peut-être ce serait peut-être une plateforme virtuelle, peut-être. Ça, je ne sais pas encore. Mais je sais que dans des voyages, soit des présidents ou bien des hauts cadres en fait, de la CCIB, je sais que dans les rencontres également, lorsque le président de la République et le ministre de la coopération décentralisée, de la coopération plutôt, lorsqu'ils vont à l'étranger, ils ont régulièrement en fait, de ces rencontres-là avec le secteur économique et avec des Béninois qui veulent également investir dans leur pays. Il faudrait peut-être que nous allions maintenant peut-être à un réseau plus comment je vais appeler ça, plus, vous avez dit? Oui, exactement. Quelque chose de plus light, mais qui englobe vraiment les gens et qui puisse utiliser les nouvelles technologies, tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme moyen de communication. On va y réfléchir, mais là également, c'est une très bonne idée. Monsieur Baguedi, je sais pas si j'ai répondu à vos questions, si vous avez encore un point de préoccupation. Oui, excusez-moi, je vous avais très, très bien répondu, seulement qu'il faudra quand même que ces instruments-là soient online quelque part où on puisse accéder facilement. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il faut nous donner des références où est-ce qu'on peut accéder à ces instruments dont vous avez parlé. Mais moi, j'ai une autre idée, comme vous faites partie, je crois que vous faites partie du CCIB. Moi, par exemple, j'ai pensé ceci, que ceux qui aiment vraiment l'Afrique, ceux qui aiment nos pays d'Afrique, ce ne sont pas les partenaires actuels que nous avons, tels que l'Europe, la France, les États-Unis, tout ça. Je crois que nos États sont en train de se tromper en perdant du temps avec des gens qui n'aiment vraiment pas l'Afrique, qui viennent en Afrique seulement pour leurs intérêts. Nos pays doivent travailler avec la diaspora, les afro-descendants. Vous prenez par exemple aux États-Unis, il y a plein d'afro-descendants, les descendants des esclaves. Ceux-là, par exemple, ils aiment beaucoup l'Afrique. Mais nos États ne travaillent pas avec ces gens-là. C'est des gens qui ont et compétences et ressources financières. On peut faire retourner facilement en Afrique en leur donnant des possibilités pour investir facilement en Afrique. C'est des gens qui sont comme ceux de la diaspora. Plus on s'éloigne de son pays et plus on l'aime. Je ne sais pas si vous savez ça. Je suis sûr que parmi vous, il y a plein de gars qui ont voyagé. Plus on s'éloigne et plus on aime son pays. Donc, si nous travaillons, c'est-à-dire si nos États, au lieu de perdre le temps à faire des sommets France-Afrique ou France-Chine, Afrique-Chine ou des sommets Afrique, États-Unis, des pertes de temps, ces gens-là, ils n'aiment pas l'Afrique, ils viennent seulement pour leurs intérêts. Nos États doivent travailler et du point de vue, selon moi, je peux me tromper, mais c'est ce que moi j'ai, avec mon expérience que j'ai eue pendant près de 30 ans que je vis à l'extérieur, de mon expérience, travailler avec les Béninois, enfin les Africains de la diaspora et les Afro-descendants. Vous ne pouvez pas imaginer combien les Afro-descendants aiment l'Afrique, mais on ne leur donne même pas la possibilité d'y retourner. Imaginez un Afro-Américain pour venir au Bénin, par exemple, il a besoin d'un visa. Quel sens ça a? On sait qu'il vient, que ses ancêtres ont quitté l'Afrique. On lui demande un visa pour aller au Bénin, par exemple. Ça n'a pas de sens. On doit aider ces gens-là pour qu'ils retournent. Pas nécessairement pour s'installer, mais
ils ont la compétence, ils ont les ressources financières et ils aiment l'Afrique. C'est avec ces gens-là que nous devons travailler et non avec les Européens ou les Américains. Ça, c'est ce que je voulais ajouter comme mon dernier pensée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sobossi. Vous avez eu des propos très passionnés et très engagés. Je vous remercie pour cela. Ce sont des problématiques qui sont complexes. Des problématiques qui sont complexes et je le sais, je peux le savoir. L'implication, la nécessité d'impliquer la diaspora africaine, la diaspora béninoise, c'est une nécessité dont on ne peut même pas discuter, qu'on ne peut même pas remettre en question. Ça, c'est clair. Et je sais que nous travaillerons davantage à mettre en place des mécanismes pour pouvoir vraiment faire contribuer davantage. Je le sais. Vous avez raison quand vous dites effectivement que plus on est loin, mieux on aime. Et plus on est loin, mieux en fait on est sensible en fait chez nous ici. Et ça, c'est vrai. Mais dans le même temps, les financements des partenaires au développement ne sont pas des financements à jeter. C'est un débat que nous ferons à un autre moment. Le moment ici n'est pas totalement adapté, mais je veux bien discuter de ça avec vous. Vous verrez, c'est un maillon en fait, et ils se tiennent l'un l'autre. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Parce qu'en fait, les projets, ce qu'il faut pour le développement de l'Afrique est si important qu'en fait, ce qu'il faut, c'est une cagnotte commune. Et où chacun, en fait, attaque par son bout, attaque par son bord. Et sachez bien, les partenaires au développement et leur financement apportent dans la structuration de nos projets un effet de levier pour d'autres financements qui sont des financements non issus du secteur du développement. Mais on en parlera à un autre moment. Voilà. Merci beaucoup pour vos propos, Monsieur Baguidi, et j'aurai l'occasion de vous en reparler encore. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Je vais faire une dernière intervention avant que vous ne clôturez, si vous devez clôturer. Cette session était une session prévue pour durer normalement 60 minutes. La session a banalement pris 1 heure, pratiquement 15 minutes. Nous avons eu beaucoup de personnes connectées. Nous avons eu beaucoup de préoccupations et c'est à l'image en fait de la problématique du financement, qui n'est pas une problématique simple, qui est une problématique qui est complexe, qui est une problématique en fait qui n'a pas forcément... ce n'est pas une science exacte. Et c'est justement pour ça que peu importe le niveau d'expérience que l'on a en matière de création d'entreprise, en matière de gestion d'entreprise, en fait, on est toujours en train de chercher. Chers amis internautes, vous qui avez été là avec nous jusqu'à la fin, je vous remercie pour avoir été là. S'il vous plaît. À la CCIB ici, au Café Numérique, nous avons été contents, nous avons été heureux de savoir que nous avons apporté un petit brin de connaissances, un petit brin d'informations qui vous seront utiles dans le progrès de vos entreprises, dans le progrès de vos projets. Permettez une petite doléance, s'il vous plaît, M. Mbekounou. Vous l'avez compris. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais un processus minutieusement préparé. C'est une démarche qui doit être adaptée aux bailleurs. C'est une démarche marquée à bien vendre. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, au nom du président de la CCIB, M. Arnold Akako, nous voici au terme de ce 18e café numérique. Avant de nous séparer, je voudrais rapidement vous rappeler les dates et les thèmes des cafés numériques à venir. La démarche qualifiée, une opportunité pour la plateforme de votre entreprise, 18 septembre 2020. 25 septembre 2020, le Made in Bénin, un atout pour le secteur privé. Le 2 octobre 2020, l'entrepreneuriat agricole. Nous vous remercions.